allons maintenant passer au prix de la femme architecte, le prix de la femme architecte de plus de 40 ans. L'année dernière, nous avions Sophie Berthelier va se joindre à nous puisqu'elle fait partie du jury et elle était présente. Nous avons aussi la mention spéciale de l'année dernière, donc Adeline Rispal, si vous voulez bien vous joindre à nous. Tu veux dire quelques mots sur... Oui. Souvent, dans les jurys d'architecture, on doit répondre à des critères de sélection qui sont très distincts les uns des autres, comme par exemple le respect des règles environnementales, le programme, les valeurs techniques, financières. Mais finalement, l'architecture, c'est un tout. Et parce que c'est un tout, cette architecture, elle doit aussi générer de l'émotion, de la poésie, du bien-être. Et dans le jury auquel j'ai participé pour le prix de la femme architecte, on recherche en fait une femme qui a un parcours, qui a une vision globale de l'architecture, qui la met en œuvre et qui nous donne de la poésie. Donc je vais passer la parole à Adeline Rispal qui va qui va ouvrir l'enveloppe pour la mention femme architecte. Donc l'an dernier, Adeline Rispal avait la mention spéciale, elle nous avait montré tout son travail qui était remarquable. Et cette année, mais qui donc a cette mention spéciale, Adeline ? Ah, c'est pas dans le bon sens. Alors, je ne sais plus dans quel micro parler, on va parler dans celui-là. Le prix Femme Architecte 2023 est décerné à Monique Labbé dans la catégorie mention spéciale pionnière. Rien que ça. Bravo. Oui. Tu es là ? Alors, Monique Labbé, elle a un parcours assez incroyable. Je vais vous expliquer en 3 mots. Monique, je vais m'adresser à toi directement, parce que tu es une pionnière, donc je te parle à toi. Tu explores, tu inventes. Toute ta carrière, tu as fait ça, comme beaucoup d'entre vous. Tu es spécialisée dans le domaine de l'architecture industrielle, environnementale, où l'eau est rendue potable, où les eaux usées sont restituées propres à la nature et où les déchets redeviennent des produits. Fondée en 1978, donc le siècle dernier, on peut le dire, tes ateliers ont su développer une vraie réflexion sur le thème du dialogue entre l'architecture, le paysage et son environnement urbain et naturel. Tes ateliers travaillent sur la proximité des lieux de travail, de production, de logistique et de services, avec des lieux de vie, afin de redonner à l'humain son unité et de dépasser les formes de tout zonage auquel il est soumis. Tu es novatrice. Qu'un architecte intervienne sur l'industriel était déjà une grande nouveauté. Mais alors que ce soit en plus une femme, surtout dans les travaux souterrains où elles sont réputées, entre guillemets, porter malheur, était une conquête. C'est incroyable, non ? Convaincue que les équipements se conçoivent autour du mouvement, du déplacement des personnes et comme support à leurs projets, tu pénétrais toutes les dimensions des process de traitement, logistique, organisation des sites, logique de circulation des humains, des usagers, véhicules et matières, ergonomie, visibilité, sécurité, etc. La forme induite par la fonction et le site se révélaient au fur et à mesure pour se transformer en œuvre architecturale. Chaque construction est un prototype. Depuis les années 80, tu construis aussi des équipements pour l'enfance et la jeunesse, notamment en structure bois, et tu y inclus des jardins couverts intérieurs, des patios, des sas vitrés de verdure pour humidifier l'air et réguler la température. Tu es une précurseur.
Ton aventure de l'urbanisme souterrain, c'était et c'est toujours comment faire prendre conscience de cette ressource, la gérer pour la préserver et améliorer l'empreinte écologique de la ville. Aventure associative où tu crées le comité espace souterrain au sein de l'Association française des travaux en souterrain, qui contient 800 membres, ingénieurs, grands donneurs d'ordre, etc. Cette association est devenue Association française des tunnels et de l'espace souterrain. Elle insiste. Action fondée sur la création en 2010 d'un projet national de recherche Ville d'idées et Ville 10D. Au lieu de 3D, elle est en 10D, cette femme, incroyable. Avec 34 rapports de recherche sur les dimensions environnementales, sociétales, économiques, le porter à connaissance et la planification. La synthèse de tout cela est à paraître aux éditions Erol. Mais bien sûr, on l'a compris, tu es aussi une citoyenne. Pour préserver les œuvres de Gayusté et Renaudy à Ivry, tu as élaboré des propositions de compréhension, de maîtrise et de développement, créé un collectif local pour inciter la municipalité à inventer un futur et co-initier l'écriture d'une étude pour la renaissance du centre Jeanne Hachette, parue fin 2022 aux éditions L'Harmattan. Alors je résumerai pour finir en disant que tu es visionnaire. Tu as été visionnaire toute ta vie. Tu es une réelle architecte du XXIe siècle, ce qui aujourd'hui est assez rare encore, qui s'est attachée aux fondamentaux des enjeux environnementaux et sociétaux de notre présent et de nos futurs. Je te remercie. C'est le micro ou c'est le micro? Non. Je peux le garder comme tu préfères. Oui. Eh bien, je suis extrêmement émue d'avoir ce prix avec la catégorie pionnière. Et ce qu'a dit Adeline est magnifique pour moi. À vrai dire, je me demandais si je devrais attendre d'avoir 90 ans pour être reconnue. J'ai gagné 18 ans, c'est extraordinaire. Et effectivement, je suis émue parce que Adeline a cité le travail que nous avons fait avec certaines personnes qui sont là, des membres de l'association à Ivry, pour comprendre et valoriser et sauver le patrimoine qui a été créé par René Gayusté. René Gayusté, c'est une pionnière, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'était une philosophe, une architecte, une femme qui avait une force de conviction et qui a réussi, enfin j'ai vu tout à l'heure Jean-Pierre Merlot aussi, qui a créé des HLM, comme je vous conseille d'aller les voir au centre-ville d'Ivry, c'est-à-dire que chacun a sa maison particulière, ce sont des immeubles, mais des immeubles collinaires, des immeubles terrasses, et chacun a son jardin. Et on a ici aussi la responsable de l'association Jardin à tous les étages et Archiverie ici. Bon, voilà, c'est quelque chose de très beau. Enfin, je pourrais en parler, excusez-moi, c'était pas... Voilà. Et c'est important, c'est quelqu'un pour qui j'ai une estime immense et qui a eu seulement une mention, comme le signalait Catherine, une mention dans les prix nationaux. Et heureusement que l'ARVA, dès 2014, l'a honoré, l'a distingué en lui donnant la première mention spéciale.
pionnière. Voilà. Alors, moi, je vais vous présenter. Alors, effectivement, j'ai eu un enseignant qui nous disait que chacun construisait, avait sa bulle qui représentait l'espace dont il avait besoin, l'espace qu'il créait lui-même autour de lui, et que l'on construisait, que l'important c'est de construire autour de cette bulle. C'est-à-dire de ne pas faire des choses rigides, de ne pas faire des choses étroites, contraignantes, etc., mais de donner l'espace dont chaque personne a besoin quand elle travaille, quand elle marche, quand elle court, quand elle exulte de joie, quand elle est concentrée, etc. Et ça, c'est un travail extraordinaire pour l'architecture, pour l'architecte, d'essayer d'être celui qui va créer, comme l'a dit un ami américain, qui est enseignant, et qui a dit l'architecte, en voyant ce que je faisais, c'est celui qui crée la matrice du vivant. Et le vivant, c'est la matière de l'architecture. C'est pas le béton. Le béton, on va le rendre vivant. Ça n'est pas la pierre. On va la rendre. Elle est vivante déjà, mais on va la rendre vivante. C'est vraiment l'humanité qui est en chacun de nous. Alors, je vais montrer. On clique là-dessus. Ici, c'est alors j'ai fait effectivement beaucoup d'industriels, beaucoup du scolaire aussi, mais de l'industriel. Et là, c'est un ensemble. Ça a commencé par une station d'épuration. Je cherche le pointeur. Excusez-moi, je suis toujours dans l'émotion. Ça va passer. Ou sinon, je vais me promener pendant une petite heure et puis je reviens. Vous ne serez peut-être plus là. Pardon. Hop. J'ai plus que 5 minutes. Zut alors. Bon, là, on va se dépêcher. Oui, mais on enlève les 5 minutes de René Guéustet. Alors, c'est une station d'épuration. Là, c'est tout un écosite. Ici, c'est la station d'épuration avec des grands bassins et puis des bâtiments techniques. Et la ligne de chemin de fer derrière. Alors, c'était la première partie de ce puzzle, et quand ça a été construit, les élus m'ont demandé de mettre toutes les terres excavées en bordure de rue pour cacher la future station qui allait être technique et moche. Et puis en fait, on s'est aperçu que les gens venaient le dimanche, enfin le week-end, montaient sur le talus pour voir ce qui se passait, et ça les intéressait bougrement. Donc, les élus ont enlevé le talus, et on fait en sorte, et on transformait en belvédère. Enfin bon, il est resté ça, mais donc c'est accessible, et ça a encouragé à continuer. Donc de l'autre côté, la communauté urbaine d'Arras a créé cette usine de thermolyse. Mais il fait pointeur aussi, celui-là ? Voilà, donc l'usine d'Arras, avec ce grand écran qui cache de ce côté-ci, qui met en scène ce qui se passe devant tous les bassins et tout le process. Et puis, de l'autre côté, donc cette nouvelle usine de thermolyse, c'était une technologie pionnière qui, en quelque sorte, traite les déchets ménagers, les brûle, mais sans feu, chimiquement et sans incandescence, et transforme l'ensemble. Donc c'était une nouveauté en France, c'est la première, et ça a été la dernière, je crois. Elle n'a pas bien fonctionné, alors qu'au Japon, c'est un procédé qui est utilisé très couramment. Et puis, donc la station, toujours, où le grand écran qu'on voit de l'autre côté est repris aussi à l'intérieur, sur la paroi des ouvrages techniques. Là, c'est une autre réalisation complètement différente. On quitte... oui, et ensuite, pardon, j'avais oublié, j'ai fait une recyclerie, déchetterie, etc. Et on n'a pas vu, mais il y avait un grand toit blanc qui continuait dans la logique esthétique de tout le reste. Ici, donc, à Montreuil-sur-Eure,
c'est une réalisation d'Eau de Paris, qui s'appelait la SAGEP à l'époque, et en fait qui va chercher son eau potable pour les Parisiens dans différentes sources, à 100 km environ, 70 à 100 km autour de Paris, et la ramène à Paris pour vous, la plupart du temps par ces grands aqueducs qu'on a vus, et de manière gravitaire. Donc ici, le bâtiment, j'ai créé le bâtiment de bureau, le laboratoire en adjonction de l'usine, parce qu'en face, dans la vallée de l'Eure, il y a les champs captants. Les champs captants, c'est-à-dire que c'est là qu'est puisée l'eau avant d'être pompée, passée au laboratoire et ensuite envoyée au loin vers Paris. Et donc j'ai créé ce bâtiment. On devait respecter l'espace des champs captants, aucune activité humaine ne peut s'y implanter, et je me suis donc calé contre la colline, enfin contre la paroi, et ça c'est l'intérieur du bâtiment de bureau, pardon, où on a une faille de lumière. Et là, contre la paroi, on a aussi de la lumière qui dégouline le long de la roche. Et ce jour-là, la laborantine était en train de travailler face à la paroi sans lumière artificielle. Voilà, donc ça fonctionne. Et ça, la dimension espace souterrain, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un dialogue aussi avec la nature. Là, on est en haut, dans la partie haute du patio central, du patio Longiligne, et on y voit à la fois la paroi et à la fois le coteau qui monte. Et c'est important pour moi, dans tous les bâtiments que je fais, il y a une dimension pédagogique et une dimension de situation. Je fais en sorte que chacun puisse se situer dans le bâtiment, savoir de quel côté il est, ce qu'il y a dehors, comment il se... Voilà. Et ça, c'est l'espace des champs captants en face, à l'intérieur desquels il y a des petites guérites qui protègent les puits. Alors là, autre bâtiment, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été un peu fondateur. Avant, dans la vallée de l'Orge, j'avais fait une station de relèvement d'eau usée qui s'appelait VL1, et celle-ci s'appelle VL2. Pourquoi ? Parce que c'est une période où tous les égouts, tout le système des égouts qui utilisait toujours les égouts de Belgrand, qui traversent Paris, emmenait les effluents, c'est-à-dire l'eau des toilettes de tout le monde, vers la station d'Achères, vers les champs d'épandage. Et donc, avec l'urbanisation autour de Paris, il y a eu une saturation et il a fallu répartir les effluents tout autour de Paris dans différentes stations nouvelles, des stations d'épuration qui se sont montées. Et donc, celle de Valenton, comme c'est gravitaire, l'écoulement nécessite de remonter régulièrement les effluents pour qu'ils arrivent à la bonne hauteur dans la station de Valenton. Or là, donc, c'est ce que j'ai voulu exprimer, c'est la force de l'eau, parce que cette eau surgit du sous-sol et va en quelque sorte, est d'une puissance énorme. Ce qui est relevé avec les pompes est d'une puissance énorme. Là, on est devant, donc ça s'ouvre vers la station de Valenton, et on a de l'eau qui indique que c'est un immeuble d'eau, mais elle est propre, celle-là, c'est une décoration. Et puis des rochers qui ont été extraits, qui sont ceux qui ont été trouvés en excavant, puisque à l'intérieur, alors là on est encore dehors, il y avait toute une mise en scène aussi avec des vagues et des fleurs qui fleurissaient au printemps en blanc pour simuler des vagues. Et là, c'est le côté où j'ai voulu exprimer la montée à partir des éléments techniques, des grandes gaines, des terrasses, des escaliers d'accès, etc. Donc ça n'est pas une décoration, c'est les éléments techniques qui sont mis en scène pour arriver à former ceci. Et là, on est à l'intérieur, et à l'intérieur, ce qui est intéressant,
c'est un cylindre d'une vingtaine de mètres, le niveau naturel est là, et on a encore 18 mètres en dessous, et 14 au-dessus du terrain naturel. Et là, on a voulu, avec le maître d'ouvrage qui était extrêmement moteur, Michel Mermet, on a voulu en quelque sorte soit magnifié ce travail gigantesque qui était fait, ce chambardement à l'échelle de toute la région, de retournement du système d'égout, et permettre aux gens qui sont autour de visiter. Et donc on entre ici et on est tout de suite dans l'ambiance, dans le bruit des pompes, l'atmosphère, etc., pour comprendre ce qui se passe. Et puis, bon, détail, j'ai plus le temps. Voilà. Et donc, l'eau de l'égout, des égouts arrive en bas. Elle est remontée par des canalisations qui ne sont pas encore là. On voit les réservations. Pour arriver dans cette espèce de grand réservoir qui est comme un château d'eau. Et par gravité, hop, l'eau repart par ces grandes conduites en béton, elle repart vers la station d'Achères de Valentan, où là, elle est traitée. Et puis, une des deux salles de commande, d'un aspect complètement différent, et qui a fait dire à des égoutiers qui travaillaient là, on aime venir travailler ici, parce que quand on est dans la salle de commande, quand on est au fond, c'est la préhistoire, l'origine de l'humanité, et quand on est en haut, c'est Star Wars. Voilà. Donc c'est flatteur. Une autre réalisation technique, et là aussi, c'est Amassi Palaiso, c'est pour le CEDIF. En fait, c'est les émergences de tout le système de répartition de l'eau potable dans la région Île-de-France. Régulièrement, l'eau qui est dans les tuyaux a besoin d'être relancée et il y a des pompes, des surpresseurs qui sont installés. Donc, voilà l'aspect. Il n'est pas gratuit, c'est parce que j'avais un terrain, on verra sur l'image suivante, un terrain avec une route qui contournait, et donc c'est un peu le flux qui a façonné cette forme. Et comme le flux façonnait la forme au sol, elle pouvait aussi la pluie, l'eau pouvait la façonner et arriver à cette forme de galet qui est une sorte de symbolique de l'eau, enfin du travail de l'eau sur la nature. Et ici, c'était un défi de le construire, parce que la forme n'est pas simple, elle n'est pas très banale. Et il y a eu une réflexion pour construire comment on allait le faire avec cette grille et du béton projeté dessus. Et on a la chance d'avoir cette photographie de nuit grâce à une riveraine, puisque c'est en milieu habité, qui est là d'ailleurs, Madame Solange Zanzoni, qui a pris des photos régulièrement de tout le chantier et a fait un reportage extrêmement complet et a donné et a un peu fédéré l'intérêt des riverains sur cet ouvrage. Et ça, c'est intéressant. Y compris, ça a été l'occasion avec les ouvriers de réfléchir, parce qu'on n'est pas pionnier tout seul, on n'est pas architecte tout seul, mais pionnier non plus. Il faut que les bureaux d'études avec qui on travaille soient d'accord, de réfléchir, de chercher, de faire des calculs quand même plus particuliers que pour du classique. Il faut que le maître d'ouvrage prenne le risque de faire des choses particulières. Et là, je vois un maître d'ouvrage avec qui j'ai construit une station d'épuration pour le SIARS, enfin à Corbeil-Essonnes et Évry, qui accepte de changer les règles, d'aller vers d'autres manières de faire. Parce qu'en fait, moi je pense qu'être pionnier, c'est pas le vouloir, c'est pas être absolument volontaire, c'est simplement avoir un regard critique sur les choses existantes. Pourquoi on fait ça? Et pourquoi on le fait comme ça?
Puis on s'aperçoit la plupart du temps que ce sont des héritages de vieilles manières de faire, mais qui n'ont plus du tout d'actualité et qu'il faut revoir. Et en fait, là aussi, on a caché l'eau au XIXe siècle, tous les égouts, l'eau potable, etc. Et là, il est intéressant de pouvoir montrer ce réseau, enfin donner des émergences, donner des balises en quelque sorte de ce qui existe en dessous, aussi bien pour l'eau potable que pour l'eau usée. Voilà, donc je vais accélérer. Et voilà, vu d'en haut, alors ça remplaçait, cet ouvrage remplaçait 4 immenses châteaux d'eau de 50 mètres de haut, remplacés par ce petit caillou qui est là. Alors là, bon, c'est pas fini, il n'y avait pas l'environnement autour, ça a été aménagé. Et puis, un point important pour moi, c'est d'aménager l'intérieur. Ce sont les locaux électriques. Personne ne vient dans les locaux électriques. Donc pourquoi faire des couleurs? Pourquoi les décorer? Tout simplement parce qu'il y a des électriciens qui viennent régulièrement et qui passent de locaux électriques en locaux électriques et qui passent leur vie dans des locaux sordides. Alors qu'un petit coup de peinture ou presque rien, eh ben ça leur donne du plaisir. Et ils me l'ont dit, il y en a qui disent quand on vient dans vos ouvrages, eh ben on est heureux, ça nous fait plaisir, on y va avec plaisir. Et puis le rouge, on le voit ressortir ici, derrière le galet, avec la grille particulière. Et puis, dernier projet, le centre de tri. Là, c'est un défi aussi, c'est pas un défi de construction, c'est un défi parce qu'on est en plein Paris, c'est un défi du SICTOM. Alors, voilà, le maître d'ouvrage qui est là. C'est un défi qui a été fait par le SICTOM et aussi dans le programme de la ZAC Batignolles où il est implanté, de mettre un ouvrage industriel qui nécessite beaucoup de flux, de camions qui viennent apporter les déchets, c'est carton, papier, plastique, de plusieurs communes et de plusieurs départements et de Paris, qui atterrissent à cet endroit-là et qui sont dans un environnement où il y a le tribunal de grande instance, le SRPJ ici, qui a obligé à transformer, et puis d'autres bâtiments prestigieux. Et en fait, comme on est dans ce site, on voit bien que c'est un site de flux. Il y a les voies SNCF vers lesquelles les balles compactées de tous les déchets devaient partir, pour ne pas partir par la route. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Et donc, c'est par la route que ça part. Et puis, une centrale à béton, et puis le périphérique ici, etc. C'est un lieu de flux, et c'est pour ça que j'ai donné cette forme, enfin, nous avons donné cette forme allongée, et nous avons dialogué avec ce qui existait déjà. Alors, celui qui existait déjà, c'est le tribunal de grande instance. C'est pas lui qui aurait entamé le dialogue avec nous, il était déjà là, et puis on ne fait pas le poids. Et donc, c'est nous qui l'avons fait en donnant un côté dynamique qui l'annonce. Au lieu de se poser à côté, on avance, on monte un peu vers lui, pas aussi haut, bien sûr. J'accélère. Sinon, je vais me faire virer. L'intérieur. C'était complexe parce qu'il a fallu, dans un terrain très étroit, mettre tous les systèmes de tri. Voilà. Et ça, c'est les patios des trieurs. C'est un travail horrible, enfin très dur. Et dans leur temps de pause, j'ai voulu que... Et le maître d'ouvrage était d'accord à marcher dans cette démarche, de faire des lieux agréables avec la même qualité de traitement qu'en façade. Et pour finir, eh bien, comme c'est vu du tribunal de grande instance, on a fait en sorte qu'il y ait une sorte de rivière au milieu, une rivière, et puis bordée d'arbres de chaque côté. Alors les arbres ont disparu, enfin ne sont jamais nés, parce que la police judiciaire à côté ne voulait pas qu'il y ait des arbres qui puissent cacher des snipers, etc. Donc il ne reste que la rivière de panneaux photovoltaïques qui ont, enfin j'ai oublié de le montrer, mais qui tombent de chaque côté. Voilà, et puis quand même de la verdure. J'ai mangé des pommes d'un pommier
qui a poussé. Bravo, chère Monique. Bravo à toi. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté aussi. Et on est très heureux pour toi, très heureuse. Bravo.